Après 2 semaines d'absence, je suis très heureuse de renouer avec vous les téléspectateurs de Dites-nous la vérité. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission. Et en 2 semaines, beaucoup de choses se sont passées ici en République démocratique du Congo entre le réaménagement du gouvernement qu'on appelle gouvernement Sama 2, le processus électoral qui continue son bonhomme de chemin mais non sans embûche, mais également la loi. La fameuse proposition de loi dite Tchani de père et de mère, qui fait réagir même certaines organisations internationales. C'est dire que l'actualité est tout sauf en veilleuse ici au pays de Félix Tshisekedi. Et pour parler de tous ces sujets et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Maître Robert Kahenga. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Ça fait longtemps. Très longtemps d'ailleurs. Avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Oui. Plusieurs acteurs politiques au sein de l'Union sacrée, conseiller dans plusieurs cabinets ministériels, ancien président de la commission ad hoc des appels d'offres de blocs pétroliers. Ça, c'est une structure au sein du ministère des Hydrocarbures. Tout à fait, c'est une commission. C'est une commission. Oui. Vous êtes toujours ancien, vous n'êtes plus là-bas. Je ne préside plus la commission. Union sacrée, moi je vous connaissais comme étant membre de l'AVC. Est-ce que vous êtes toujours dans l'AVC? Oui, le parti existe, nous sommes toujours dans l'AVC. L'AVC fait partie de l'Union sacrée. Et nous sommes un parti allié à l'UDPS. Est-ce que vous êtes toujours dans le cabinet de Didier Boudimbo? Jusqu'à preuve du contraire, je suis membre du cabinet, je suis conseiller jusqu'à preuve du contraire. Vous avez l'impression comme si vos prérogatives, puisque vous êtes toujours là, vos prérogatives ont été restreintes avec la nomination d'un vice-ministre en charge des hydrocarbures? Non, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le ministère exige beaucoup de travail. Et aussi, le ministère exige beaucoup de contacts à l'extérieur du pays. C'est comme ça que si vous essayez de suivre mieux, vous verrez que le ministre est tout le temps parti, soit pour aller chercher des investisseurs, soit pour le forum où les hydrocarbures se discutent, le pétrole se discute. Il est obligé d'aller tout le temps là-bas et deux fois, le ministère reste sans quelqu'un de l'intérieur pour gérer. On est obligé de laisser l'intérim à un autre ministre qui doit gérer. Je pense que pour pallier à cela et essayer un peu d'épauler le ministre Didier Boudimbo, je crois que le chef de l'État a jugé bon de lui adjoindre un vice, de telle sorte que même s'il est en déplacement et que la roue continue à tourner normalement, et que ce dernier vienne l'épauler aussi dans ses attributions. Nous saluons Wivine Moleka, la nouvelle vice-ministre des hydrocarbures, une aînée pétrie de talent, et c'est vrai qu'on l'attend au tournant, mais au niveau des hydrocarbures, on attend aussi l'appel d'offres. Il ne faut pas qu'on se leurre, Maître Kahenga, c'est un flop quand même. Non, on refuse de nous en parler, mais ces appels d'offres, blocs pétroliers, c'est un flop. Non, le processus continue. Je crois que c'est un processus qui doit prendre quand même un peu de temps aussi. Mais il y avait un chronogramme, on nous disait que c'était le mois de janvier, on a essayé de proroger, mais... On a prorogé pour continuer la promotion des blocs, ainsi de permettre aux sociétés de venir soumissionner. Parce que la loi prévoit une étape de la promotion, et cette promotion, elle est tout à fait différente de la promotion que vous faites ici. On organise les roadshows de réunions et on invite les acteurs pétroliers dans le monde qui sont connus, c'est un réseau, et ils viennent et nous faisons la promotion avec les données que nous avons, les données techniques que nous avons. Alors, il s'était posé un problème de la mise en place de notre banque de données et aussi l'organisation de ces roadshows. Je crois qu'il faut noter aussi la lenteur dans le paiement du contrat qui avait été signé avec certaines sociétés, dont notamment Excalibur. Il s'est posé un retard dans le paiement. Et aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'on aurait payé. Donc, c'est pour dire que la promotion va maintenant continuer et qu'on va arriver à terminer cette période de la promotion. Mais il faut aussi noter que pour le bloc gazier, oui, il ne reste que l'ouverture des discussions pour la signature du CPP, qui est le contrat de partage de production.
Ça ne se bouscule pas au portillon s'agissant des blocs pétroliers. Il y a la problématique liée à l'environnement, ça pose problème. Les ONG environnementales sont vent debout contre. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui fait en sorte qu'il n'y ait déjà pas une sorte de bousculade et puis voilà. Non, je pense qu'on avait fait une communication très très professionnelle. Là, je salue l'ambassadeur Tossi Panou, qui nous avait accompagnés partout. On était été à Houston et dans beaucoup de pays pour démontrer que la RDC n'avait pas à toucher à l'environnement. Et la RDC tenait à respecter ses engagements sur le plan international en ce qui concerne l'environnement. Vous vous rendrez bien compte qu'avant que nous puissions lancer ces appels d'offres, on a eu des discussions avec, à l'époque, elle était VPM de l'environnement. On a eu échangé et on a montré la cartographie. Ils nous ont montré les aires protégées que nous avons et que donc il n'était pas question. Et d'ailleurs, quand nous lançons les appels d'offres, ce n'est pas encore l'exploitation du pétrole, c'est juste l'exploration. La RDC a quand même le droit de connaître qu'est-ce qu'il y a dans son sous-sol. Et qu'est-ce que ça représente également, peut-être en termes d'argent? Non, je pense qu'il y a des données préliminaires qui donnent des chiffres, mais qui doivent être certifiés quand on va faire ces appels d'offres et par l'exploration qui sera faite, et surtout par le forage qui va avoir lieu. Et pour forer, on n'a pas besoin. Les gens pensent que le pétrole, on le cherche comme le minerai, où on doit faire de grands tours, on doit mener des pelles qui vont creuser, tout ça. C'est juste un petit espace, pas plus grand que là où nous sommes assis ici, pour forer. On va mettre les rigues qui vont aller jusqu'en bas et aller voir s'il y a du pétrole. Donc ce n'est pas, on peut exploiter du pétrole aujourd'hui sans toucher à l'environnement. Et ce qui détruit l'environnement, ce n'est pas l'exploitation. C'est le brut qui est extrait et qu'on doit acheminer au lieu de raffinage, au lieu de stockage. Si ce brut-là n'est pas bien encadré, qui tombe, il détruit l'environnement. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, même aux États-Unis, même en France, on fait le forage du pétrole. En tout cas, on aura l'occasion d'appeler, d'inviter sur ce plateau l'actuel président de cette commission, parce que c'est quand même, ces appels d'offres étaient très importants pour et d'ailleurs ça l'est toujours. Donc on aimerait bien savoir où est-ce qu'on en est avec ces appels d'offres blocs pétroliers et gaziers. Comme ça, on aura quand même plus d'explications. Mais aujourd'hui, on va plus parler politique. On a déjà parlé de ce gouvernement. Votre domaine des hydrocarbures, vous avez une vice-ministre maintenant, mais on parle des calibres, des grosses personnalités qui ont rejoint Félix Tshisekedi. Oui, mais à quelques 7 mois des élections, pour quel résultat ce gouvernement Sama-II? Non, madame, moi je ne pense pas en termes, même le chef de l'État, le 5 ans qu'il a eu pour arriver à mettre ce pays sur l'orbite de développement, ça n'a pas suffi. C'est pourquoi nous plaidons pour un second mandat et dont on espère qu'il l'aura et qui pourra lui permettre d'achever les réformes. Les réformes ne se font pas dans 5 ans. Ah, c'est pas ce qu'il nous disait quand il était à l'opposition. Hein? Non, c'est qu'il vous disait. Tshisekedi nous disait en 5 ans on donnera ça aux policiers. Oui, mais en 5 ans. Il a promis monts et merveilles. Hein? Non, mais le problème, c'est que en 5 ans, il a augmenté à 40% le salaire d'un policier. Le problème, c'est de savoir à combien nos prédécesseurs avaient laissé ces salaires-là. Madame, vous imaginez, lorsqu'on augmente un salaire à 40%, c'est déjà beaucoup. Mais le problème, c'est que les salaires de base étaient de combien? Il l'a fait. Face à l'inflation? Oui, en effet. À l'époque, c'était 92, là on est à 22. Oui, mais est-ce que vous pouvez comparer en 2001, quand l'ancien régime prenait le pouvoir, le dollar était à combien? Vous imaginez? Et donc quand vous prenez le taux d'échange qu'il y a eu en 2001, vous le comparez aujourd'hui, et les réalisations de Kabila de 2001 jusqu'en 2005 ou 2006, et les réalisations de Tshisekedi de 2018, de 2019 à 2023, vous verrez qu'il a suffisamment travaillé. 2001-2005, Kabila n'était pas seul. On va rappeler de l'époque. C'était. Non, mais c'est Kabila qui était le président de la République. Oui, mais avec 4 vice-présidents. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est la même chose. Mais c'est lui qui était le président de la République. On peut aller maintenant dire de 2006 à 2011, il était encore avec quelqu'un. Il a travaillé encore jusqu'à là. Donc le plus grand problème ici, c'est que le gouvernement est arrivé. Le chef de l'État, je crois qu'il a fait un très bon choix. Vous savez, il y a un problème dans notre pays. On peut ou ne pas être d'accord avec Kamere sur certains points. On peut ou ne pas être d'accord avec... L'actuel vice-premier ministre en charge de l'économie. On peut ou ne pas être d'accord avec l'actuel vice-premier ministre chargé de la Défense, ou
je ne sais pas si monsieur Mboussa Nyamwisi est aussi ministre d'État. Il est ministre d'État. En charge voilà. de la décentralisation. Donc, on peut ou ne pas être d'accord avec eux, mais il y a des qualités que ces gens-là détiennent qui peuvent aider la République. Quelles sont ces qualités? Quand vous avez été, alors parlons quand même, quand on commence par Caméré, vous avez été jugé dans un procès 100 jours. Voilà, vous avez été, il a subi tout ce qu'il a subi, il revient. Pareil pour Bemba, arrêté pendant plus de 10 ans, ex-rebelle. Pareil pour Mboussa Nyamwisi. Qu'est-ce qu'on peut attendre, allez, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut attendre des repris de justice? Voilà, je crois qu'il ne faudra pas le considérer comme des repris de justice de l'instant où la justice les a blanchis. Vous savez que notre compatriote Bemba a subi ce que d'aucuns ne pouvaient supporter. 10 ans dans un procès et pour enfin être acquitté. Je crois qu'il garde encore toute sa virginité du casier judiciaire. Parce qu'il a été, et d'ailleurs, à sa place, il aurait eu le droit d'avoir une action réconventionnelle pour réparation. Parce qu'on ne peut pas le prendre, le mettre dans un cachot pendant 10 ans, et enfin pour l'acquitter et démontrer que suffisamment qu'il n'avait pas commis les faits dont on lui reprochait. Ça, c'est la première des choses. Et dès l'instant où la justice l'a blanchi, on ne peut pas continuer à les taxer de repris de justice. Mais la qualité de quoi, c'est quoi? Au moins cette armée que nous avons, Bemba a dirigé une partie de l'armée. Il a dirigé une partie de l'armée et la plupart des militaires que nous avons, même qui travaillent à l'Est, étaient les anciens du MLC. Et que donc, il connaît quand même le vrai problème de la sécurité. Il connaît. Et il connaît s'y prendre, il connaît les méthodes, il connaît ce qui peut marcher. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas lui renier cette expérience. Madame, aujourd'hui, tous nous avons travaillé dans plusieurs ministères, c'est pour la République que nous avons fait. Et que demain, si le chef de l'État estime que, parce que vous avez tel profil et que vous pouvez venir travailler pour aider la République sur tel point, je pense que personne ne refuserait. Et d'ailleurs, la meilleure façon pour nous, pour élever ce pays, c'est de savoir et de prendre de temps en temps nos meilleurs d'entre nous et dans leur domaine où ils ont excellé. Donc on peut tout reprocher à Bemba, mais on va lui reconnaître qu'il a quand même dirigé une partie de l'armée et que ces militaires, une grande partie aujourd'hui, occupent des grandes fonctions et ils travaillent. Si on revient chez le vrai Premier ministre, le vice-premier ministre Caméré de l'économie, ce n'est pas un parvenu. Il a été plusieurs fois conseiller. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre dans ce pays. Et il a été directeur du cabinet du chef de l'État. Nous pensons qu'il a les atouts nécessaires pour arriver quand même à trouver des solutions dans ce pays. Le meilleur joueur, on peut l'aligner à 10 minutes de la fin du match et marquer un but et un but de victoire. Donc ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, les échos qui nous sont parvenus pour le tout premier conseil des ministres, on nous a dit que le débat était très élevé. Parce que le VPM de la Défense a présenté la situation sécuritaire, les interventions de... Donc rien à voir avec les précédents conseils de ministres, c'est ce que vous voulez nous faire croire? Non, c'est-à-dire que quand ils n'étaient pas là, les gens tournaient les pouces pendant les conseils de ministres. Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous étiez là en face d'un ancien vice-président de la République. C'est quelqu'un qui avait géré, qui connaît ce que c'est la République. Vous avez un ancien directeur du cabinet du chef de l'État, un ancien ministre et un ancien président de l'Assemblée nationale. Madame, et ancien conseiller dans plusieurs cabinets ministériels. Donc, vous n'êtes pas devant de bébés politiques. Donc, vous êtes d'accord avec ce qu'il disait déjà dès le départ et que, voilà, les précédents gouvernements de Tshisekedi a été formé avec des novices, des gens qui tâtonnaient, et qu'il est en train de se réveiller pour prendre des gens expérimentés. Non, ce gouvernement, madame, le président de la République est un parent à plusieurs enfants. Il peut aligner ce qu'il veut et à n'importe quel moment. C'est parce qu'on a aligné tel qu'il est plus meilleur que les autres. Mais le chef de l'État qui est comme un coach, il sait qui aligner à quel moment aligner. Ça, c'est la première chose. De deux, ce gouvernement de Sama Lukonde 1 a ramené le budget qu'on avait à 16 milliards. Là, sur le papier, en fait. Oui, mais le budget, c'est toujours des prévisions, madame. Ça, vous voyez comment vous induisez. Oui, mais on a, pour les 10 milliards, on a dépassé, on est arrivé à 11 milliards. On n'en parle pas. C'était une prévision aussi, sur papier, de 10 milliards, mais nous avons atteint 11 milliards. Pourquoi on n'en parle pas? Quelqu'un qui avait réalisé un tel exploit, vous pensez qu'il sera difficile de réaliser encore l'exploit de 16 milliards? Au moment où on vous parle, avec notre budget de 16 milliards, 14 milliards, 11 milliards,
les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Hein. On a largement dépassé le 30, le 15. Rien à voir avec ce qui s'est passé du temps de Matata. Matata, avec un budget de 4 milliards, les gens étaient payés le 15 de chaque mois. Est-ce que nous avons des arriérés de paiement? C'est la question qu'il faut se poser. Même ici, chez vous à Biwane, on vous paye déjà, on vous a déjà payé. Donc, est-ce qu'on a de passé, est-ce qu'il y a des Congolais qui travaillent aujourd'hui dans l'administration de l'État qui ont des arriérés de paiement? Peu importe l'heure à laquelle, le jour où vous êtes payé, le 3, le 4, le 30, le 15. Vous savez, nous sommes un pays totalement agressé et en guerre. Je crois que pour tout Congolais, la priorité serait de finir cette guerre. Je n'entre pas dans le secret du ministre des Finances, mais j'estime, à mon humble avis, que la priorité aussi de ce gouvernement, c'est de payer les Congolais. Parce que le salaire a un caractère qu'on appelle en droit un caractère viager, un caractère lié à la vie. Si on ne paye pas quelqu'un son salaire, comment il va vivre? Vous ne vous imaginez pas, madame, un seul instant, que Tshisekedi soit inconscient jusqu'à ce niveau-là, à considérer que le Congolais qui travaille n'a pas droit à son salaire et qu'on ne le paye pas sciemment. Ça ne peut pas, on ne peut pas réfléchir. On n'imagine pas, on est dans les faits. Nous sommes dans un gouvernement très humaniste et nous pensons que le travail qui est en train d'être fait, c'est pour améliorer les conditions du peuple congolais. Et je crois qu'ils seront payés. On croit qu'on l'espère également. Moi-même, je suis conseiller du ministre. Je ne suis pas encore payé. Vous êtes le mieux loti de la République quand même. Non, pas du tout. Je peux vous dire ce que touche un conseiller du ministre. Il ne peut même pas acheter une moto. On parlait tout à l'heure du vice-premier ministre en charge de la défense, de la situation sécuritaire de la partie est du pays. Et j'ai l'habitude de poser toujours cette question à ceux qui défendent l'actuelle politique de Félix Tshisekedi. En 2019, Kabila lègue un pays total, entier, je peux dire comme ça, avec toutes les frontières. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous assistons, alors moi je vais appeler ça une sorte de métastase de l'insécurité. Ce n'est plus l'Est, c'est Kouamoun, c'est plus Kouamoun, ce Kinshasa, c'est un peu une insécurité généralisée. Qu'est-ce que le pouvoir de Tshisekedi a fait de ce pays? D'abord, je ne suis pas d'accord avec la lecture que vous faites des choses, madame. Vous vous souviendrez que Yumbi, on n'est pas allé à l'élection avec Yumbi. Vous vous souviendrez que Beni il n'y a pas eu élection avec Beni en 2018. Vous vous souviendrez que... c'était à cause de Ebola, c'est pas la situation sécuritaire quand même. Beni, c'était, oui, Yumbi, oui, mais est-ce que... Yumbi, il n'y a pas eu élection. Il y a eu Butembo également, il n'y a pas eu élection. Il y a des territoires qui n'ont pas connu des élections en 2018, faute d'insécurité. Donc, Kabila ne nous a pas laissé léguer un pays entier. Les groupes rebelles qui sont à l'Est existent depuis 1997. Ce n'est pas aujourd'hui. Et vous savez, le M23 veut dire quoi? C'est l'accord du 23 mars. Quel dit cet accord? Qui l'a signé avec le M23, cet accord du 23 mars? C'est pas Tshisekedi. Il y a eu d'autres accords en 2019 parce que le M23 n'existait plus depuis ces accords, 2013. Le problème, c'est qu'ils ont compris qu'ils sont en face d'un fils de ce pays qui n'est pas prêt à faire des compromissions avec eux. Qui n'était pas fils de ce pays? Non, mais je ne veux pas entrer dans ces détails. Vous savez pourquoi le Congolais ne faisait pas confiance à Kabila? Vous savez, madame? Parce que ce sont eux qui nous ont amené les Rwandais dans ce pays, avec son père. Ça n'a pas empêché Tshisekedi de faire alliance avec lui. Hein. Non, l'alliance s'était imposée à lui. Non, pas imposée. Oui, mais ça n'a pas empêché Tshisekedi de dire que c'est quelqu'un avec qui il faut composer. Hein. Je crois qu'il avait tout Je crois que la bonne foi de Tshisekedi était déclarée. C'était la bonne foi. OK? Mais ce que je vous dis, c'est que si les Congolais ne faisaient pas confiance au régime passé, c'est parce que ce sont eux qui nous ont amené les Rwandais dans ce pays. Ni était Kabila le père et Kabila le fils. S'ils avaient amené le Rwandais ici, on ne connaîtrait pas ce qu'on nous avait donné. Et vous vous souviendrez, la position de l'UDPS à l'époque paie la facture et demande ces gens-là de rentrer chez eux. Tshisekedi a fait de même au stade de Martyr. On a privé certains Congolais de rendre hommage à Étienne Tshisekedi, mais on a privilégié l'ami, le frère rwandais. Donc, ce n'est pas l'apanage de seul Kabila. C'est pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi, on ne peut pas les soupçonner d'avoir des acquaintances avec Kabila, avec Kagame. C'est impossible. Où est-ce leur point commun? Mais Kabila travaille avec Kagame. Parce que Kagame leur a donné les armes pour venir agresser notre pays. Tshisekedi a fait pareil, on les a vus, bras dessus, bras dessous. Tshisekedi, c'était dans le cadre de la diplomatie. C'était dans le sens de la diplomatie entre États. Okay. Nous sommes condamnés
à vivre ensemble avec le Rwanda. Vous avez déjà été à Goma. Si on ne vous dit pas que vous êtes déjà au Rwanda, vous n'allez pas le savoir, madame. Parce que quand on parle ici, les gens pensent que les gens qui n'ont jamais été à Goma ou à Bukavu, ils pensent que quand on parle du Rwanda, c'est vous trouvez un fleuve qui est là qui vous empêche de traverser. Non. C'est juste la terre. Il y a des endroits où c'est la terre ferme. Si on ne vous dit pas que vous êtes au Rwanda, vous n'allez pas le savoir. Et nous sommes condamnés à vivre. Et chaque matin, les Rwandais viennent chez nous et les Congolais vont au Rwanda. Donc il y a une possibilité, il y a une volonté de pouvoir discuter comme des États voisins et qui sont obligés d'avoir des échanges diplomatiques ensemble. Mais cela n'était pas un aveu de faiblesse. Et Tshisekedi est venu, il s'est inscrit dans une logique différente. De voir tous ses voisins, il n'a pas vu seulement Kagame, il a vu tout le monde. Tous les 9 pays frontaliers de la RDC, il les a contactés. Non, il a fait preuve de beaucoup de naïveté quand même. Non, ce n'est pas oui, mais ce n'est pas de la naïveté. Aujourd'hui, quand il dit maintenant que Kagame, c'est celui qui agresse la République, et pour la première fois, madame, vous devez le reconnaître, le Conseil de sécurité l'a reconnu, les Nations Unies l'ont reconnu, tous les pays du monde aujourd'hui commencent à reconnaître que la RDC est agressée par le Rwanda, ils le disent aussi clairement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... On reconnaît, mais on ne condamne pas. Non, ils condamnent. Les Nations Unies ont condamné. Il n'y a pas de sanction. Non, mais... Il n'y a pas de sanction. On oui. supplie pratiquement le Rwanda de retirer les troupes du sol congolais. Nous devons continuer à frapper, madame. Nous devons continuer à frapper. Nous devons continuer à nous battre. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Mais il n'y a pas que le Rwanda dans cette histoire, parce qu'on va rapidement. Il y a également l'Ouganda. Et les gens n'arrivent pas à s'expliquer comment est-ce que l'Ouganda, d'où vient le M23, est traité différemment du Rwanda par le gouvernement de Kinshasa. Non, le problème c'est que vous parlez de l'Ouganda. L'Ouganda, le chef de l'État n'est pas allé négocier avec l'Ouganda. Nous sommes dans une organisation sous-régionale, avec l'Ouganda. Et avec le Rwanda, vous avez refusé, quand je dis vous, le gouvernement a refusé que le Rwanda ait de troupes ici, mais il permet que les troupes ougandaises arrivent. En effet, moi je dis tout simplement, je rappelle que l'État congolais n'est pas allé négocier dans ce cadre-là avec l'État ougandais. Il a négocié dans le cadre d'une force sous-régionale. Et donc, d'une organisation sous-régionale. Si aujourd'hui, il y a 2 militaires, c'est comme dans les Nations Unies. Il y a des contingents militaires qui sont là-bas, les Sénégalais, tout ça. Il y a tout le monde qui est là-bas. Vous allez dire, non, voilà, cette force-là doit venir chez vous. Avec le Rwanda, il y a une forte sensibilité. Parce que nous disons que c'est le Rwanda, ou les Nations Unies disent que c'est le Rwanda qui finance l'M23, on ne voit pas ce que les troupes rwandaises viendront faire chez nous. Mais parce qu'ils sont déjà chez nous. Avec l'Ouganda, pourquoi l'Ouganda est différemment traité du Rwanda? Alors qu'on sait que le M23 est entré sur le sol congolais via l'Ouganda. Je dis que la sensibilité n'est pas la même. En quoi est-ce que c'est pas la même? Parce que ici, il s'agit... Parce que l'agresseur reste le même. Non, l'agression, c'est pas... Est-ce que vous avez vu dans le M23, il y a les Ougandais qui viennent combattre ici chez nous? Alors qu'il est attesté à suffisance de preuves. Quelles sont les preuves que nous avons contre l'Ouganda sur l'agression actuelle? C'est le fait seulement, on a reproché à l'Ouganda d'avoir laissé un passage au M23. Mais, et alors, c'était largement suffisant pour... En effet, mais je dis tout simplement que ce n'est pas la même sensibilité. Ce n'est pas la même sensibilité avec le Rwanda. Pas même sensibilité avec le Rwanda. Et comment on fait? Actuellement, on assiste au retrait de M23. Et l'Ouganda qui prend la gestion, on peut le dire carrément, de Bunagana, une cité congolaise. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se regarder en face et dire qu'on est un État souverain alors qu'on est en train de sous-traiter notre sécurité? Non, quand vous parlez du Rwanda, c'est là que moi je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous parlez de l'Ouganda, c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Je peux parler d'autres forces. Il y a les forces soudanaises. Non, vous ne parlez pas de forces. Je dis actuellement, avec les troupes de l'EAC déployées dans cette partie. Je dis, avec les troupes de l'EAC déployées dans cette partie du pays, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire être pays souverain alors que la gestion de notre sécurité est gérée par d'autres? Non, ce n'est pas la question de la sécurité qui est gérée. Lorsque vous entrez dans une organisation internationale, vous acceptez le principe, la charte des organisations internationales. Lorsque vous demandez, l'État accepte que les troupes viennent, c'est nous qui avons accepté. Il y a ce qu'on appelle sur le plan international, le droit international, le principe du volontarisme. Donc, si un État accepte que ces troupes-là viennent chez eux, c'est qu'il n'a pas renoncé à sa souveraineté. Il a accepté pour que ces États-là viennent mener une action
sur son Quelle territoire. action ils ne combattent pas? Ils combattent, ils font rien. C'est une zone tampon. Quelle action mènent les troupes de l'EAC ici? Non, mais aujourd'hui, vous venez de dire que le M23 s'est retiré de Bunagana et que les troupes ont repris Bunagana pour sécuriser ces endroits que le M23. Interdisons les FRDC de s'approcher de Non, certaines vous avez vu cités. cette interdiction-là comment? Madame, je crois qu'à un moment donné, on ne doit pas se limiter dans des réseaux sociaux. Vous voyez nos militaires là qui sont au front. Accepter une telle chose. Mais pourquoi on n'y est pas? Mais est-ce que vous êtes allé, vous n'avez Ils n'y sont pas. Non, Ils je ne n'y suis sont pas. Moi, je Bon, n'ai les FARDC n'y sont pas. aucune, parce que je n'ai aucune preuve. On a vu. Et Bunagana, ce n'est pas le Nord Kivu. Ce n'est pas le Nord Kivu. Nous parlons du Nord Kivu. Nous parlons d'une province. Et pour vous, vous pensez que s'il devait y avoir la balkanisation, ce n'est pas aujourd'hui. Elle aurait eu lieu depuis très longtemps. Et vous avez suivi, le président français a dit qu'on ne peut pas parler de la balkanisation aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est une question déjà de passé. Mais nous devons aujourd'hui, même par rapport à la vigilance de nos frères de l'Est aujourd'hui, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ils sont très très sensibles à cette question et ils sont très vigilants et la société civile est très active. Je ne vois pas aujourd'hui que l'on se permette de faire une telle chose. Et ce n'est pas Tshisekedi qui peut même d'ailleurs faire ça. Ce n'est pas Tshisekedi qui peut faire ça. Aujourd'hui, il y a le retrait des troupes de M23 et après. Ils se sont retirés, les troupes de l'EAC occupent différents sites, Oui. et après. Sur la pacification de l'Est. Par quel mécanisme? En fait, c'est comment? Après il n'y a pas de brassage, pas de mixage, pas de. Non, mais c'est cette question d'infiltration dont nous sommes en train de nous battre. Si la guerre aujourd'hui persiste, c'est parce que nous avons connu des Kabila ont amené James Kabarebe qui a été dans l'histoire du monde. Il a été chef d'état-major de 2 pays différents, de la RDC et du Rwanda. C'est cette infiltration que nous ne voulons plus, c'est-à-dire des brassages. C'est pourquoi vous voyez, il y a des défections. Je dis un colonel qui va intégrer le M23. Un colonel qui est avec nous, qui va intégrer le M23. C'est ça, c'est le mauvais côté du brassage. Fait quoi maintenant? Le M23 en retrait, okay, ils déposent leurs armes, il y a la démobilisation, et puis il reste des simples civils. Simple civil, c'est ce que vous pensez? Oui, parce que cette question, l'Assemblée nationale a déjà voté une résolution là-dessus. Pas question de faire le brassage. Pas question. Et je pense que pour notre sécurité, notre devenir, il faut qu'on en arrive là. Et dans l'entretemps, ces cités-là, ça devient comment? Les troupes de l'EAC doivent rester pendant combien? Les troupes de l'EAC finiront par partir, madame. C'est comme les Nations Unies. Quand? C'est comme les Nations Unies. On va bientôt parler des élections. Ils partent quand, au fait? Parce qu'il faut qu'il y ait l'enrôlement peut-être dans ces partis. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont terminé la mission? Que le M23 libère, que le peuple congolais qui se trouve dans ces contrées-là puisse recouvrir ne serait-ce que la paix. Et après, on verra le reste. L'objectif ici, c'est d'abord qu'il y ait cessation de dépitement des balles. Que la population qui se trouve dans ces coins jure aussi de la liberté d'aller voter. On parlait de vote. Ils vont voter comment s'il n'y a pas la liberté? S'il n'y a pas la paix. Donc il faut qu'on en arrive d'abord là. Vous voulez parler de l'après la paix. Mais ici, au niveau où le M23 doit se retirer complètement des troupes, des zones qu'il occupe et permettre à ce que les troupes de l'EAC puissent récupérer toutes les zones qu'ils avaient occupées. Donc, pacifier l'Est. Ça va nous permettre de pacifier l'Est. Et moi, je vous dis sincèrement qu'on élague l'esprit de la balkanisation. Même moi, si par exemple, par hasard ou par absurdité, que cette histoire pouvait advenir, je ne serais pas d'accord en tant que Congolais. Et je ne vois aucun Congolais qui peut être d'accord avec la balkanisation. Aucun. Nous sommes attachés à notre patrie que personne ne peut être. Qu'aujourd'hui, où le peuple est tellement vigilant. Moi, je dis que cette histoire de la balkanisation est déjà dépassée. Nous sommes tous vigilants aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, avec la communication, avec la liberté, la démocratie que nous avons aujourd'hui, il est difficile qu'on arrive à la balkanisation. Difficile qu'on arrive à la balkanisation. Et même impossible. Impossible, vous le dites. En attendant, il faut bien qu'on assure la régularité du processus électoral. Vous aviez dit tout au début de cette émission qu'en 2018, par exemple, on a organisé les élections sans Béni, sans Boutembo, sans Yumbi. Cette année, d'ici la fin de l'année, on risque d'organiser des élections sans une bonne partie du Nord Kivu. On a pratiquement 7 mois et les troupes du M23 sont en train de se retirer. Je crois que d'ici le mois de mai,
c'est ça notre souhait. Je crois qu'on aura la paix à l'est du pays pour aller calmement aux élections. Je crois que le chef de l'État tient à ce que les organisations soient cette organisées. Année quand même. Oui. Je ne vois pas pourquoi il n'ira pas aux élections. Il n'y a pas meilleur candidat. On parle d'abord de l'aspect, c'est que pas meilleur candidat. On va en parler dans le cadre de l'Union sacrée. Situation sécuritaire pour vous à Kwamouth, par exemple, parce qu'on est trop dans l'est du pays, mais il y a la situation à Kwamouth, dans une bonne partie de Kinshasa, à Maluku. Est-ce qu'aujourd'hui la situation sécuritaire nous permet d'avoir des élections apaisées? Les élections apaisées par rapport aux acteurs politiques véreux ou bien par rapport à la sécurité ou les menaces que nous avons? Par rapport à tout, sécurité... Non, par rapport aujourd'hui à la politique, aux acteurs politiques, nous aurons des élections apaisées. On va aller aux élections et le meilleur va battre, le meilleur va gagner. Il n'y aura pas de tricherie. On va aller aux élections de la manière la plus démocratique qui puisse exister dans ce monde. Maintenant, par rapport aux zones d'insécurité qui sont, moi je suis victime. Moi, au-delà d'autres acteurs politiques, je suis président du conseil d'administration de l'ONG Congo Terre d'Avenir. Donc j'ai une grande plantation de manioc au niveau de plateau de Batéké. Mes travailleurs ont la zone. Je suis pendant la période de la récolte, je ne sais pas m'y rendre. Mais heureusement... Non, vous avez vécu de plein... Nous avons vu ça, on a vécu ça, ce n'est pas des choses qu'on me raconte. Mais il y a 2 jours passés, les militaires sont arrivés, surtout dans les villages où moi j'ai la ferme, ils ont pacifié et mes travailleurs vont rentrer d'ici là. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Il y a une évolution par rapport à ça. Ce sont des choses qu'on ne me raconte pas. Moi j'ai une ferme, j'ai une plantation et j'y vais moi-même. Et donc là au moins où je vous dis, mes travailleurs veulent rentrer parce que... Mais là, on nous a dit, voilà, c'est bon, vous pouvez venir. Ils ont pacifié. Et nous pensons qu'avant qu'on en arrive en 2023, toutes ces choses-là vont cesser et il y aura la paix. Mais moi, je pense, si j'ai un conseil à donner au chef de l'État, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas aux élections. Il faut qu'on aille aux élections pour ne pas donner un prétexte. Et comme je vous disais ici, je ne vois pas le candidat le plus meilleur que Tshisekedi. Vous êtes de tous les candidats déclarés. Je peux vous démontrer candidat par candidat. On commence par qui? Vous prenez qui vous voulez. Hein, on commence par Fayulu. Fayulu n'a pas été un bon acteur politique. Parce qu'il a refusé d'abord de reconnaître son échec. Ce n'est pas ça un démocrate. Il a battu en plate couture au lieu de faire comme les autres les font. De dire voilà, je félicite. Mais il a commencé par la résistance. C'était pas un compromis à l'africaine? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a répété, c'est pas ça. Ça n'a pas été un compromis à l'africaine. Pas du tout. C'est seulement ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est le rôle néfaste de l'Église catholique qui avait joué. Vous vous rappellerez que c'est la SENCO qui avait commencé par donner les résultats. Mais c'était la seule structure qui avait des témoins partout. Mais ce n'est pas là. Ils n'ont ni... Vous savez, un témoin ne proclame pas le résultat. Et ils n'étaient pas les témoins de Fayulu. Ils étaient observateurs. Et tout en étant observateurs, madame, quand vous lisez la loi électorale, ils n'ont pas droit, même au PV. Un observateur n'a pas droit au PV. Ce sont les témoins qui ont droit au PV. Un observateur voit si les élections sont déroulées dans la loi et que si on a respecté les règles de l'art. Ce n'est pas pour proclamer. Et c'est comme ça que le pape les a remis à l'ordre. Il dit, vous êtes devenus de commerçants. Revenez à l'époque. Le pape a remis tout le monde à l'ordre. Oui, en effet, mais je rappelle parce que nous parlons de l'Église catholique, qui avait induit la population en erreur, ainsi que toute la communauté en erreur, en leur faisant croire qu'elle était capable de proclamer un vainqueur. Mais dans la Cour constitutionnelle, est-ce que Fayulu, de manière qui avait des avocats que je connais très bien, est-ce qu'il a apporté de preuves? Rapidement, on attaque un autre candidat. Et donc, vous voyez que ce n'est pas d'abord un candidat, pas avec un bon discours cohérent. Quand il fait ses meetings, il est difficile de comprendre sa logique. Et quand il parle, vous savez, vous êtes de loin de comprendre, vous êtes en face qui peut aujourd'hui gérer ce pays. On prend un autre candidat, Mukwege. Bon, il ne s'est pas encore barré. Est-ce que vous voyez en lui un potentiel candidat susceptible de... Tshisekedi, non, on le sait, mais pourquoi? Il sera élu où? Peut-être aussi de Kivu.
il sera élu. Comme l'a été Tshisekedi dans le dos Kassai, Non, seulement selon certains. il n'y a pas le dos On va Kassai. pas refaire. Tshisekedi a été élu partout. UDPS a un lit partout. Madame, il n'y a pas de parti qui puisse avoir... Fayoulou, les idées, voilà, on a déjà dépassé l'étape de Fayoulou. Les idées existaient où 18. Vous allez comparer avec un parti qui a existé pendant 32 ans, 37 ans, qui sépare tous les mouvements possibles, qui a résisté. L'UDPS a un lit. La moitié de l'UDPS est connue partout. Vous ne pouvez aller dans aucun village, pas de l'UDPS qu'on ne connaît pas. On prend un autre candidat. Apparemment, celui-là vous fait plus. Mukwege est beaucoup plus connu par les Occidentaux que par les Congolais. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est une réalité de votre village. Posez la question. Alors, si elle connaissait Mukwege, vous avez posé la question. J'y étais. Et non pas ce qu'il fait. On prend Katumbi parce qu'apparemment c'est lui qui fait peur quand même à l'actuel pouvoir. Madame, on a commencé à concocter une loi pour essayer de l'exclure. C'est le candidat le plus faible, intellectuellement et idéologiquement. Vous êtes dans le jugement de valeur, vous le savez. Hein. Mais là, on va les lire sur base de quoi? Que quelqu'un dit ça de Tshisekedi, c'est l'outrage. Mais on le dit déjà de lui. C'est de l'outrage. On le dit déjà. Vous avez déjà entendu le discours de Safou, je les cite nommément, de Moukébaï, de tout envers Tshisekedi. Est-ce qu'ils sont tendres? Qui de Tshisekedi tient un tel langage? Personne. Envers le cas. Mais c'est une réalité. Mais si je vous dis, je vous présente le candidat Katumbi. Il a quelle idéologie politique? Ensemble pour le Congo, ça veut dire quoi? C'est quelle idéologie? Est-ce que vous avez la chance d'interroger Katumbi? Posez-lui la question, quelle est son idéologie? Est-ce qu'il a une idéologie? Qu'est-ce qu'il défend? Quelles sont les idées qu'il a? Sur TV5, madame. Est-ce que vous avez eu l'impression, est-ce que vous êtes fier demain d'avoir Katumbi comme il est passé sur TV5? Je crois qu'il y a de Congolais. Et puis, qu'est-ce que c'est un ancrage politique? Au-delà de l'idéologie, il n'a aucun fond. Et ne sait pas parler. Katumbi n'a pas d'ancrage politique. Il n'a pas d'idéologie. Mais pourquoi mettre pas d'idéologie? Mais pourquoi vouloir l'exclure avec cette fameuse proposition de loi de père et de mère? Si quelqu'un n'a pas d'ancrage, il ne sait pas parler, laissez-le compétir et battez-le sur les urnes. Si l'on devait exclure Katumbi, on allait le maintenir en dehors du pays. C'est ce que les gens oublient. Katumbi était un exilé politique sans passeport pour venir dans ce pays. Mais vous vous souviendrez, il fallait attendre l'avènement d'un démocrate comme Tshisekedi pour que Katumbi puisse enfin avoir un passeport et revenir au pays. Revenir au pays pour être opposant à Tshisekedi. Ce n'est pas... Et aujourd'hui, on va l'élection. Si Tshisekedi voulait maintenir Katumbi, il ne créerait pas d'effet à lui. Il dirait non, écoutez, parce qu'à l'époque, c'est sa famille politique, le PPRD, qui nous a présenté Katumbi comme un juif, comme un non-congolais. Vous aviez refuté. Non, on n'a pas refuté. Nous avions dit... On a des déclarations de Tshisekedi disant qu'il faut aller laisser Katumbi tranquille et que c'était un Congolais. Non, mais parce qu'ils ont fait de lui gouverneur. C'était cette question-là, ne devait pas relever d'eux. Vous ne pouvez pas nous étaler votre propre turpitude. C'est vous qui nous avez présenté Katumbi. Vous avez fait de lui gouverneur, vous avez fait de lui tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu milliardaire, vous l'avez fait de lui ce que vous avez. Puisque vous avez maintenant votre querelle de palais, et vous venez maintenant nous dire, voilà, il n'est pas congolais. Mais si aujourd'hui, non. Si aujourd'hui, nous avons des preuves, c'est la faiblesse, nous allons exploiter ça. Et ça ne va pas changer. Parce que si c'est ça sa faiblesse, comme acteur politique, si c'est ça, si c'est ça sa faiblesse, qu'il n'est pas congolais, et qu'il détiendrait d'autres passeports, ou qu'il détiendrait une autre nationalité, de preuve, en politique, on sera obligé, nous aussi, de nous baser sur ça. Donc, vous serez capable de faire son ancienne famille politique avait fait. Non, écoutez. Donc, vous refaites les mêmes choses pour disqualifier l'adversaire. Quelle a été leur pomme de discorde? C'est le 2 faux pénalty que Katumbi nous a dit. Il a été complice de 2 faux pénalty. Et il a vu qu'on allait faire le 3e faux pénalty et qu'il s'est de s'arrêter de ces gens-là. OK? Pour nous, à l'opposition, on se rendait effectivement compte que c'est Mbemba qui avait gagné les élections en 2006 et que c'est qui avait gagné en 2011. Mais lui était complice. Et maintenant, il estime qu'au moins, voilà, moi je me répands, écoutez, je dis quand même la vérité cette fois-ci. Quand on confesse le péché, on le prend d'abord. Quand quelqu'un est nouveau-né sur le plan spirituel, on l'encadre, il y a des affermissements. Il fallait l'affermir et les prendre.
Maintenant que nous l'avons affermi, on se rend compte que nous, effectivement, ces messieurs n'étaient pas réellement convertis. Le péché mignon qu'on lui considère. Je ne dis pas. Vous le rappelez, vous faites appel à son ancien péché. Non, moi je ne confirme pas que Katumbi n'est pas congolais. Je dis, s'il est attesté à suffisance de preuves que cela, faiblesse comme candidat, ne nous reprochez pas, nous, de nous attarder sur cette question. Actuellement, on peut pas à l'actuel pouvoir dire ça, parce que nous sommes au niveau de la proposition de loi de père et de mère. On va analyser ça maintenant parce qu'on doit bientôt terminer. C'est une loi discriminatoire, xénophobe, c'est une loi qui va encore diviser le pays. Non, une loi, quand vous dites que c'est une loi xénophobe, elle vise qui? Parce que j'ai vu les métis congolais voulaient faire, je crois, une marche, quelque chose comme ça. Mais il y a des Congolais qui ne sont pas des pères et mères, mais qui ont la peau. Ta peau et ma peau ici. Un enfant issu d'une mère sénégalaise, d'un père... Tout ça, là, donc discriminatoire. Vous dites à cet non, enfant... je donne un exemple. OK? Madame, vous savez que devenir même candidat, député national, il y a des conditions. On vous dit par exemple que vous devez avoir 18 ans ou 25 ans. Mais c'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans n'a pas le droit de se représenter. C'est discriminatoire à votre niveau. Vous allez dire que c'est discriminatoire. Même pour être engagé chez Biwan, il y a des conditions. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur la presse, on vous dit voilà, il faut avoir un certain niveau, un niveau supérieur, d'études supérieures par exemple. Donc, quand quelqu'un n'a pas ce niveau-là, il doit être journaliste, parce que si on ne fait pas ça, c'est discriminatoire à son égard. Quand la loi prévoit quelque chose. Quand Bintou Keïta, et on va attendre voir si cette loi va aboutir, quand Bintou Keïta, qui est la secrétaire générale des Nations Unies ici, dit qu'il faut que les élections en République démocratique du Congo puissent être inclusives et qui sur base des origines, des parents et de conjoints, ça vous interpelle? Ce que nous attendons n'est pas ça. Ce qu'elle doit nous dire, c'est que les troupes des Nations Unies font dans ce pays face à ce qu'ils font à l'Est. Bintou Keïta doit nous dire pourquoi la population du Nord Kivu et Sud Kivu voudrait le départ de la MONUSCO. Pourquoi? C'est parce qu'on a compris la population complicité avec les agresseurs. On dirait pareil ce qui est très dangereux. Ce qui est très dangereux. La population dit pareil de l'EAC. Mais non, mais ce qui est très dangereux pour elle. Donc elle doit beaucoup plus nous répondre sur cette question de sécurité qui la concerne. Et vous avez en droit international, il y a les affaires intérieures d'un pays pour lequel vous ne pouvez pas vous ingérer. L'ingérence des affaires intérieures d'un pays. Elle n'est pas ici pour s'ingérer dans les affaires internes. Si nous décidons aujourd'hui au Congo, si le référendum, par exemple, et qu'on dit voilà, désormais on doit changer la constitution en ce qui concerne la nationalité d'origine, et que la nationalité d'origine doit s'entendre comme étant qu'un Congolais qui est né de père et de mère congolaise, ça ne concerne pas la communauté internationale. Ça ne concerne pas la communauté internationale, on va très bien... C'est interne. Et je voudrais, madame, dire quelque chose. La loi Tchani n'engage pas l'union sacrée. Tchani est de l'opposition. Non, c'est porté au niveau du Parlement, c'est porté par un député de l'Union sacrée. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais dire tout simplement que c'est une initiative. Non, c'est une initiative d'un député. Et toutes les lois qui est de l'Union sacrée. Non, il y a la loi, c'est Sanga qui est dernièrement. Il y a eu la loi du VPM des affaires étrangères. Il a fait une proposition. Donc, quand un député prend l'initiative de faire une loi, cette initiative-là est d'abord comme étant nationale. Il n'y a pas eu une réunion de l'Union sacrée où on a dit, voilà, on va amener cette loi à l'Union sacrée. Non, il n'y a pas de chose très clair. Tchani ne parle pas de cette loi aujourd'hui. Il parle de cette loi il y a très longtemps. Il a trouvé un député qui a cette loi-là. Et ça n'engage pas l'Union sacrée. Avec cette loi-là, mais oui, parce que l'Union sacrée, en tout cas la plupart de ceux qui sont dans l'Union sacrée défendent cette loi. Non, mais écoutez, madame. Oui, la loi. Et on se dit, mais vous donnez des béquilles au M23. Aujourd'hui, là, ce sont les Katumbistes qui disent ça. Vous donnez des béquilles au M23. Pourquoi Katumbi doit se sentir le plus concerné dans cette histoire? Katumbi ne sera pas présent dans ce pays. Par quel mécanisme? Non, mais qui l'a empêché? Au stade actuel, Katumbi, on l'a empêché. Ils perdent le temps de s'organiser, tout simplement. Qui l'a empêché? Mais la loi doit être discutée au Parlement. OK? Elle doit discuter au Parlement. Elle n'est même pas encore discutée. Rapidement, on me fait signe, on va terminer. Ça sera peut-être la dernière question. Le président de la République, vous avez dit, il va être réélu sans trop forcer. Doit-il se présenter sous quelle étiquette? UDPS ou Union sacrée ou je pense qu'actuellement, personnellement, il ne doit pas se présenter sous l'étiquette de l'UDPS. Je pense qu'il doit aller en indépendant pour faire le monde autour de lui.
et que tout le monde puisse se sentir un peu plus à l'aise pour le soutenir. On en débattra. Une prochaine, on va voir, hein, c'est que décidera le congrès de l'UDPS, mais également... non, le congrès de l'UDPS va les désigner comme son candidat. Et ça, c'est le chef de l'État, il lui appartient maintenant de dire que voilà, à l'état actuel des choses, moi je parle comme... Parce que, madame, le Congo tel qu'il se retrouve aujourd'hui, l'UDPS à lui tout seul, la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il a besoin des alliés pour avoir une majorité. Mais s'il a réussi à gagner, à battre Fayulu à plat sans l'union sacrée... Non, il y a eu le cash, vous avez oublié. Il y a eu le cash. Donc nous sommes, c'est vrai, il a Donc été... la victoire de Tshisekedi n'est pas due au fait que l'UDPS était implanté partout. Non, l'UDPS était le meilleur parti. Ça, c'est avec... Qui s'en est sorti avec combien de députés? Non, moins de 30, moins de 40. Avec 40 députés, ça c'est un problème. Parce que je sais comprendre ça. Parce que madame, quand nous étions dans l'opposition, notre seul combat était de la partir. Et que donc, on avait négligé certains aspects. Payer des cautions partout, aller battre campagne, nos candidats n'avaient pas suffisamment de moyens et nous étions plus concentrés sur la présidence. Vous verrez maintenant, qu'en 23 ici, comment on va avoir la majorité pour bien diriger, avoir un Premier ministre qui sera issu de notre camp politique. Merci à Robert Kayenga d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle qu'on est aujourd'hui le 6 avril. Première journée fériée, un clin d'œil, une promesse ténue du président de la République à nos amis kimbonguistes. Mais c'est la journée, je crois, des combats. C'est une journée dédiée quand même à notre combat pour la souveraineté, combat pour la puissance, la conscience africaine. Voilà, ça y est, on a notre journée fériée le 6 avril. J'étais très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission et certainement avec un autre invité.